Donc tu vas essayer d'aller chercher ta deuxième victoire au Cage Warriors, Samir, c'est ça. Catégorie des moins de 84 kilos, qui n'est pas la catégorie la plus remplie, entre guillemets, en France. J'ai l'impression que tu fais partie des rares combattants qui sont là-dedans. Nous, on est plus dans les catégories... Enfin, il y a beaucoup plus de densité chez les combattants français dans les catégories plus légères. Est-ce que toi, ça peut te poser des difficultés pour t'entraîner, trouver des sparring, des choses comme ça, ou pas du tout? Alors, ouais, j'ai un peu de difficulté à trouver des sparring, sachant qu'en poids normal, je tourne autour des 98 kilos. Donc, je cut pas mal, moi, je fais des bons régimes, on va dire. Donc, ouais, il y a toujours un peu de difficulté à s'entraîner et tout ça. Mais bon, avec mon entourage, deux, trois sparring partners, mon entraîneur avec qui je m'entraîne énormément, on arrive à s'entraîner dans de bonnes conditions. Au final, c'est un petit frein, on va dire. Ouais. Mais ça nous arrêtera pas. Ça te rajoute un peu de détermination en plus en te disant, c'est pas facile, mais bon, ça doit donner encore plus envie de se donner du mal pour réussir derrière, quoi. Ouais, voilà, exactement. On va dire que ça te pousse on fait le forcing, en fait. On lâche pas, on lâche pas. Et en plus, le truc de Samir, c'est qu'il aime pas tourner avec des 84. C'est-à-dire que même si on a des connexions avec certains 84, il aime pas tourner avec eux. À partir du moment où il peut potentiellement les affronter dans un futur plus ou moins proche, il veut pas tourner avec eux. Ok. Ouais, voilà, exactement. Oui, parce que ce serait donner des éléments de game plan un peu gratuits, quoi. Ou créer des liens. Ouais, créer des liens, puis se faire ami avec un peu tous les 84 de France. Puis au final, en fait, tu combats personne. Ouais. Lui, c'est mon frérot, je peux pas combattre. Lui, c'est la famille. Jog, j'ai du mal à trouver des combats. Ah ouais, c'est vrai? Compliqué. Ouais, y a pas mal de combattants français qui refusent. Enfin, ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Et j'ai eu pas mal d'annulations, moi, énormément d'annulations. Bah ouais, parce que j'ai vu, t'as failli affronter, on en a parlé il y a pas très longtemps, parce que ça faisait complètement partie de l'actualité. Je vois en tout cas sur ton Tapologie qu'il y avait un combat contre Anthony Salamone qui était prévu, qu'on a vu au PFL Paris, qui lui, bah du coup, dans le cadre du PFL, il n'y a pas de catégorie, dans le PFL Europe en tout cas, mais je crois que c'est aussi le cas dans le PFL Monde, il n'y a pas de catégorie de 84, donc du coup, lui, il est passé en 93. Ouais, c'est le problème du PFL. Là. Ouais. Pas de catégorie 84, ça fait qu'il y a plein de 84 qui montent en 93. Et on a pu voir Anthony, là, ben, ça lui a joué des tours. Hein. Oh, en demi-finale, ouais. Ah ouais. En plus, en demi-finale. Ouais, putain, donc, demi-finale. Ouais, juste avant la finale. Ouais. T'es sur 2 victoires de suite, 2 victoires par finish. Ça, c'est quand même important de le noter. Là, au Cage Warrior, ça va être ton deuxième combat. Comment ça se passe au Cage? Tu as un contrat de plusieurs combats. Ils veulent rester sur le long terme avec toi ou c'est par opportunité, etc. Parce que tu sembles dire que c'est difficile pour toi de trouver des combats. Eh ben, Cage Warrior, en fait, j'ai signé pour un combat. Et si je gagnais le premier combat, donc c'était contre Michael Chamou, j'en avais un deuxième à faire. Ok. Donc voilà, ben, je devais le faire ce combat. Entre-temps, j'ai dû combattre à Arès qui s'est annulé. Et puis, entre-temps, je me suis blessé. Donc, ça fait que j'ai eu 2 ans sans combattre au Cage Warrior. Ça m'a freiné énormément. Comme tu m'as dit tout à l'heure, voilà, Anthony, je devais l'annoncer, ben, lui, il est au PFL pendant que moi, je n'ai pas du tout combattu. Donc là, j'espère arracher la victoire et enchaîner avec. Alors, Cage Warrior il nous avait proposé quoi? Bah, pour l'instant, en fait, c'est un one-shot, là. Donc, voir après ce qu'il propose par la suite. Il parle d'un potentiel accès à la ceinture. On verra, en fait. On verra. On se concentre sur ce combat, là, pour l'instant. Et puis après, on verra. Ouais. Et justement, 2 ans d'absence. En fait, et je vais essayer de vulgariser un petit peu. Tu sais, quand quelqu'un ne combat pas pendant 2 ans, tu as toujours la double théorie. C'est soit il va être super motivé parce que ça fait 2 ans qu'il se prépare pour combattre, etc. Il y en a d'autres qui vont dire ouais mais non, il va perdre un peu l'expérience de la cage, etc. Bon, je pense que la vérité, elle est clairement un petit peu entre les deux. Hein. Et puis il n'y a pas de cas unique, tu vois. Je pense que ça dépend, etc. Comment justement comment on gère ces 2 ans d'absence? Parce que j'imagine il y a beaucoup de rééducation, des choses comme ça. Enfin, tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé tes 2 ans et potentiellement qu'est-ce que ça a pu t'apporter aujourd'hui là en 2023 et comment ça a pu peut-être te faire progresser? Bah alors franchement, 2 ans, ça a été long. Hein.
Ça a été long, mais j'ai essayé de faire ma rééducation au maximum. J'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai repris l'entraînement au plus tôt. Même quand j'étais blessé du haut du corps, j'ai essayé de travailler le bas du corps. Ouais. Donc, mentalement, ça va. J'ai pas tellement lâché. Après, j'ai un peu l'habitude des blessures. Donc, ça fait partie de la vie du sportif, de se blesser. Donc, tu es obligé de. Faut pas perdre le nord. Hein. Tu es toujours obligé de t'entraîner, sinon tu deviens un légume. Donc, ouais, c'était long. Je voyais les autres combattants avancer pendant que moi, je faisais du surplace. Tu vois. Donc, je pense, au jour d'aujourd'hui, je suis pas à ma place. Donc, si j'arrive à enchaîner, si j'arrive à suivre on va dire le planning, bah, faire monter très rapidement. Après, en termes de pression, on n'est pas à 2 ans exactement. Hein, parce que le dernier combat, c'était en décembre, ça. Ouais. Ouais. Décembre, du coup, là, même maintenant, on n'est pas à 2 ans, mais en plus, il devait combattre en juillet, Samir. L'adversaire, il a annulé Cage Warrior 1. Il a annulé une semaine avant, donc la pression liée à l'annonce d'un combat, une préparation, etc., ça fait 1 an et demi, en gros. Il y a eu 1 an et demi de battement, un petit peu moins même. Après, oui, c'est sûr que la cage en soi, le vestiaire, etc., peut-être que, ouais, on verra comment on va gérer, mais après, il a participé à pas mal de Fight Week de ses partenaires, il a fait des vestiaires, il est resté autour des cages, quoi. Donc, bon, c'est pas la même chose, autour et à l'extérieur, mais là-bas, déconnecté totalement, je vois ce que tu veux dire, Yanis. Tu peux nous parler justement un petit peu de cette team, cette salle, le Chaos Squad, etc. C'est peut-être pas forcément la salle aujourd'hui qu'on connaît le plus, mais je regardais la liste. Je pense qu'il y a des combattants on va en entendre plus parler dans les prochaines semaines, dont Samir aussi, je pense, parce que je crois, dans les noms que je vois beaucoup de potentiel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Le Chaos Squad, on l'a créé en 2018, si je dis pas de bêtises, ou 2019. Donc c'est une équipe qui est assez jeune, avec de gros objectifs. On est placé à Saint-Étienne, donc à Saint-Étienne, il n'y a pas grand-chose. Déjà qu'en région lyonnaise, grosso modo, à part Marseille et Paris, qui sont représentés au niveau médiatique, etc., la région lyonnaise, elle est un petit peu abandonnée, je sais pas ce que tu en penses. Mais, il y a le climax, quoi, je vais te dire, forcément, avec Fares Ziam, avec Yanis Guémouri à l'UFC, le climax qui prend un petit peu de visibilité, mais tu vois aussi que les combattants lyonnais, j'en parle souvent avec eux, c'est pas les plus axés aussi communication, visibilité. Je sais pas ce que tu en penses aussi. Ils ont ce côté tellement humble que tu as l'impression qu'ils veulent jamais se mettre en avant. Complètement, mais je suis d'accord avec toi, c'est un cercle vicieux en fait. Les mecs ne s'exposent pas de ouf et du coup il n'y a pas de médias non plus et au final on reste dans notre petit coin, t'as vu? Ce qui fait qu'on n'est pas, il n'y a pas trop de lumière qui est mise sur nous, mais il n'empêche que les mecs ils bossent. On a Samir là, qui est en train de pousser, il y a Tamerlan Albekov qui s'entraîne en parallèle maintenant au All-Star aussi et qui a remporté sa 3e victoire. Là on attend une date de l'Hexagone, il est en contrat avec eux. On a Anas Azizoun qui est en contrat avec le Combatté Global et qui va faire ses débuts à Arès le 17 novembre. Ah, super. Il y a Mazri Amar aussi qui a été champion d'Europe IMAF et qui va faire son 2e combat pro là. Enfin bref, et puis il y a pas mal de monde. Nous, on est une équipe. En fait, on est une équipe formatrice. On prend beaucoup de débutants comme lui qui n'ont jamais mis un gant de boxe et on les forme de A à Z, tu vois. C'est un peu notre fierté, tu vois. Bah ouais, non, et c'est hyper intéressant. Pour l'anecdote, Anas Azizoun, son combat au Combatté Global, c'était lors de la soirée d'Halloween, je crois, du Combatté Global. On l'avait commenté et diffusé sur Twitch à l'époque. C'était hyper stylé parce que nous, le Combatté, c'était parmi les premières organisations qu'on diffusait sur Twitch pour permettre aux gens de s'éduquer un peu et de se sensibiliser au MMA, justement. C'était hyper intéressant. Il y a une question que je voulais poser sur le côté visibilité, parce qu'il y a aussi une question de timing, c'est-à-dire que ton dernier combat c'est 2021, Samir, et en fait t'es tombé, tu vois, on va dire l'année et demie d'absence, c'est un peu comme Morgan Charrière, c'est pile au moment où le MMA il commence à exploser en France. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? On sait que Morgan, typiquement, quand il en parle, il dit que c'est super dur à vivre, etc. Toi, comment est-ce que tu l'as pris? Ouais, c'est frustrant, hein. Comme je te disais tout à l'heure, tu vois les autres grimper, évoluer, profiter de la montée du MMA. Et toi, on va dire, tu stagnes, voire tu peux reculer si tu as un mauvais mental. Mais ouais, Morgan c'est pareil. Hein. C'est un chien de la casse. Hein. Bon, il est revenu, il a pris des victoires, puis il a signé à l'UFC. Là, franchement,
chapeau. Puis en plus, au Cage Warrior, c'est pas facile. Franchement, ils mettent pas en avant les Français. Donc, franchement, chapeau à lui. Et on va essayer de suivre cette voie-là. On va profiter de la montée du MMA. Et puis, je pense qu'avec des victoires, on n'aura pas de mal à grimper. Oui, surtout qu'en plus, dans ta manière de combattre, tu as ce truc que les gens aiment bien, c'est que tu sais finir tes combats, tu sais terminer des gars avant la limite, tu sais mettre des KO, tu sais mettre des soumissions. Ça peut aussi aider en termes de visibilité. Tu vois, je cherche. vas-y, ça. Je disais, moi je cherche toujours à finir mes combats avant la limite. Jamais j'essaie de faire des décisions où j'essaie de gratter du temps. Quoi. Si je peux terminer le combat avant la limite, je le termine. Déjà, ça fait meilleure impression et puis ça montre que tu es au-dessus de l'adversaire. Tu termines tes combats, tu es là pour le show, tu fais du show, puis tu es au-dessus de. Tu vois, Sacha, tu me parlais de l'équipe juste avant. Là, c'est un des principes de l'équipe en fait. On a eu une ou deux expériences, notamment en amateur ou en semi-pro, où on avait des soucis de décision. Et donc ça m'a aidé en fait, moi et l'équipe de coach à imposer ce principe de finish là. Ne pas laisser la décision entre les mains des juges, constamment chercher le finish, tu vois. Que ce soit premier, deuxième, troisième, après, chacun développe son game comme il l'entend, tu vois, mais faut le finish, tu vois. Faut soit le finish, soit une décision, mais écrasante, tu vois. Yes. Je voulais parler, j'avais une question pour Samir et celle d'après sera pour toi, Yanis. Je suis encore sur ton Tapology, quand tu me vois tourner la tête, c'est que je suis en train d'essayer de creuser un petit peu. Je vois que tu as fait pas mal d'organisations qui ne sont pas les plus connues. J'ai l'impression que tu as beaucoup voyagé aussi pour aller prendre des combats. Je vois que tu as fait un combat en amateur, par exemple, au Hombres de Honor. Qu'est-ce que c'est ? Comment tu as fait comment est-ce que tu as construit un petit peu ce début de carrière dans ces organisations-là qu'on ne connaît pas forcément parce que c'est pas celles qu'on diffuse, etc. C'est un peu, je vais pas dire les orgas sombres, mais c'est les orgas où on commence à construire son bilan concrètement. C'était quoi ton expérience par rapport à ça, Samir ? Moi, quand j'ai commencé, il y avait pas tellement c'était pas légalisé le MMA là, à cette époque. En France, ça fait qu'il n'y avait pas tellement de combats de MMA. Il y avait que du pancrace. Et le pancrace, ça m'intéressait pas tellement parce qu'en fait, si tu simules pas les frappes, il y en a qui se jettent sur le dos. Enfin, c'est pas complètement du MMA. Alors, tu étais obligé de chercher des combats un peu en Suisse ou par exemple, là, c'était en Espagne, à Madrid, une campagne à Madrid pour aller chercher du MMA pur. Là, j'ai eu l'opportunité de combattre là-bas, je l'ai saisi directement. Et c'est drôle. C'est drôle parce que tu vois, quand on regarde ton Tapology, encore une fois, tu vois, on voit, tu fais des combats pro en 2018, en 2019, 2020, et en fait, on voit que tu as un combat amateur en 2021. Comment on fait pour faire des combats pro et ensuite refaire un combat amateur ? C'était parce que l'orga voulait que ce soit dans les conditions de l'amateur ? Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé même ? Alors, je vais répondre à sa place, là, pour le coup. En fait, Samir, il était membre de l'équipe de France de Kempo, parce qu'il a gagné les championnats de France 2 fois. Donc, ils lui ont proposé d'intégrer l'équipe de France. Et suite à ça, ils lui ont proposé des compétitions comme celle-ci. Avec d'autres aussi qu'on n'a pas accepté par la suite, justement, parce qu'on a vu en fait comment ça se passait. C'était, comme tu dis, assez sombre. Avec tout le respect que j'ai pour la fédération Kempo, tu vois. T'arrivais. Mais il y avait Tamer Albekov qui avait boxé aussi à cette époque-là. Ils l'ont passé en amateur, mais sans protection, 3x5, ça c'était... Ah oui, c'est le amateur, mais revisité un peu, genre comme au PFL quand ils font combat amateur, mais en fait c'est règle pro, juste le chrono change sur les rounds, quoi. J'ai même pas regardé les combats amateurs du PFL, mais je pense que c'est beaucoup plus structuré au PFL, tu vois, là c'était un peu bonne chance, tu vois. Donc c'est pour ça que normalement t'as pas le droit de faire de combat amateur après avoir fait tes débuts en pro, mais là je pense qu'ils ont même pas contrôlé, enfin je sais même pas comment ça s'est déroulé. Nous on nous a proposé un fight, un adversaire, un temps. Après on arrive sur place, ils nous parlent de protection, on va pas faire demi-tour, tu vois, donc allons-y. Je voulais te demander, tu le disais tout à l'heure Yanis, tu dis Samir il est venu dans la salle, voilà, il avait potentiellement jamais boxé, etc. Donc c'est un peu un produit brut que tu essayes d'affiner, on va dire, en diamant à la fin. C'est quoi aujourd'hui les grosses qualités de Samir dans le MMA, ce qui peut lui permettre de se distinguer justement? Alors en grosse qualité, déjà c'est une personne qui apprend super vite. Tu vois, ça pour avoir entraîné
des centaines de personnes, et enfin globalement des centaines de personnes, mais des dizaines de personnes en particulier, tu vois. C'est pas tout le monde qui apprend vite, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont pas très ouverts, qui se réfugient souvent dans leur zone de confort, tu vois. Lui, il apprend très vite. Il est très fort physiquement. C'est une brute physiquement, tu vois. Et dernière des choses, il a un gros mental, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand on va arriver au point de rupture, quand les deux combattants vont arriver au point de rupture, bah, généralement, c'est toujours lui qui va abandonner en dernier, tu vois. Et ça fait la diff. Hein. Il y a une raison, Samir, particulière à ce mental. C'est un truc sur lequel tu savais que tu avais un mental, tu avais cette solidité, c'est un truc que tu as forgé. Comment ça se passe? Ouais, on va dire, je pense que la compétition, c'est dans la peau, quoi. Quand tu cherches la victoire, tu penses qu'à la victoire et tu lâches pas jusqu'à que tu aies la victoire. J'ai toujours fait du sport autre que le MMA, tu vois, mais à chaque fois que j'ai fait un sport, je m'y suis mis à fond dedans, que ce soit le foot ou autre chose, même la musculation, je vais essayer de faire des performances. Ok. Tu vois, c'est toujours l'état d'esprit que t'es, en fait. Genre même quand tu joues à la play, t'aimes pas perdre, quoi. Non, j'aime pas perdre. Oui, Sacha, je ne sais pas si tu as déjà rencontré ces types de personnes, mais tu as vu aujourd'hui 90% des combattants et des compétiteurs, même quand ils démarrent, ils te disent ouais, moi mon objectif c'est ça, je rêve de ci, je rêve de ça. Et ben lui c'était tout l'inverse. C'est-à-dire aucun objectif, rien, il vient tranquille à la salle. Mais en fait, quand il rentrait dans le duel, il essayait d'arracher tout le monde, où il voulait pas taper, où il voulait pas tout ça, où il voulait pas toucher, tu vois. Ouais, un peu le personnage de manga qui parle pas trop, mais bon, quand on passe à l'action, c'est très 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 sérieux, quoi. Il y a l'autre visage qui arrive. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Pas beaucoup de parlotte. Trop peu de parlotte, tellement. Tu vois, on en revient à ce que tu disais sur l'exposition, la communication, etc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est contre-productif. Faut trouver un juste milieu, tu vois. Bah, Eux, c'est lui et d'autres, tu vois, c'est tout dans les actes et pas dans les paroles. Voilà. bah, je te mens pas que je pense que personnellement, je regarde le profil Instagram de Samir. Au-delà du combattant, je vois aussi un mec frais. Je vais pas te mentir et je dis pas pour saucer. Je suis pas en train d'essayer de te faire une déclaration ou quoi, mais je me dis en termes d'image, c'est clairement un mec qui peut faire, tu sais pas, porter de la sable pour des gens et tout, machin. Enfin, je veux dire, t'as quand même t'as des attributs que je pense plein d'hommes aimeraient avoir aussi, on peut dire. C'est ça qui est assez drôle. Tu sais, je pense aussi à. Tu vois, t'as Eliane Boifia, une fois, il a fait un défilé en Fashion Week, comme ça, ils l'ont pris comme ça. Ils ont dit, vas-y, viens. Je sais pas pourquoi, je pensais à ce lien-là sur Samir. Je voulais parler du Kempo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que, on va dire, dans le glossaire ou dans un peu le vocabulaire MMA qu'on a, c'est pas forcément le sport dont on parle le plus. Donc, est-ce que tu saurais nous en parler un peu? Et ben en fait, alors tu sais aujourd'hui, c'est un petit peu hypocrite, Pancras, Kempo, etc. Ils ont tous adapté leur game au MMA. Mhm. C'est-à-dire qu'ils passent par d'autres fédérations, mais ils appellent ça Kempo MMA ou ils appellent ça Pancras avec frappe, etc. Tu vois. Ok. Donc ça, c'est ce que Samir a fait. Moi, personnellement, à l'époque, j'avais fait du Kempo traditionnel. Donc Kempo traditionnel, c'était frappe au corps avec les mains et frappe au visage uniquement avec les pieds, ou tu avais du Kempo. Comment ils appelaient ça? Kempo soumission, je crois. C'était du grappling en, gros, en kim, tu vois, comme du newaza en judo, comme un peu du jiu-jitsu, tu vois. Ok. Et, mais c'est pas du tout ce qu'a pratiqué Samir. Lui, il est parti directement à MMA. Je me rappelle, ils organisaient les championnats de France à Genève. Donc Ok. c'était du MMA en fait, sauf que ça passait par la fédération de Kempo. C'est pour ça qu'ils appelaient. On parlait de Kempo en fait. Ouais, L'équipe puis de France de Kempo. le truc hyper logique de faire les championnats de France en Suisse. Genre, T'as capté le truc. euh, c'est assez amusant. Bon, tu sais, tout ce côté administratif français, on est très très chaud là-dedans. Faut pas nous tester en termes d'innovation administrative. On peut faire des trucs de fou. Ouais, bon. On prenait les opportunités qu'il y avait. Hein. Exactement. Ouais, normal. C'est pas comme maintenant. Hein. Tu préfères Maintenant, maintenant ou avant? Parce que j'imagine qu'avant, tu devais aussi avoir encore plus de satisfaction d'aller trouver des combats et d'être sur des cartes. Aujourd'hui, ça peut paraître peut-être plus simple. T'aimais bien aussi cette époque-là ou c'est vraiment une époque où tu dis putain, qu'est-ce que c'était galère, je veux jamais plus vivre ça? Bah, après, c'est une expérience, tu vois. Mais ouais, c'était beaucoup plus dur avant de combattre que maintenant. Avant, je te dis, si tu veux combattre un MMA, tu es obligé d'aller très jeune. Alors que maintenant, il y a plein d'organisations amateurs, il y a plein d'opportunités, il y a même la fédération qui organise des championnats de France, tout ça. Donc tu peux combattre un peu de partout.
Ouais, maintenant, c'est beaucoup plus intéressant, c'est sûr. Pour progresser, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Puis il y a moins de Bon, traquenard, j'imagine, parce que on sait aussi que dans cette époque-là, nous, les combattants français, entre guillemets, pouvaient servir de chair à canon pour faire valoir d'autres mecs dans d'autres trucs, etc. complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Complètement. Euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le MMA finalement? C'est quoi que tu préfères? Ça peut être très large, hein, tu peux me dire, je préfère combattre debout, je préfère ci, mais c'est quoi la satisfaction que t'apporte le MMA qui te fait kiffer même quand tu t'entraînes ou quand tu combats? Ouais, bonne question, ouais. Très bonne question. Des fois, même moi-même, je me demande ce qui me fait kiffer dans le MMA. Tu sais que je lui demande, moi aussi, c'est un ouf. Ah ouais? C'est un ouf. Des moments, je parle avec lui, j'ai l'impression que c'est Kimbo Slice. Tu sais, on dirait qu'il va au boulot. Tu sais. Je lui dis, mais gros, je comprends pas, tu kiffes pas, y a pas de. Tiens, vas-y, réponds, s'il te plaît. Non, on va dire, en fait, je pense au fond, ouais, même moi, je me questionne, tu vois. Mais je pense, au fond de moi, ça doit être la compétition qui m'attire, tu vois. Ouais. Monter en niveau, monter en compétence, tu vois. Ouais, se challenger, ouais. Voilà, exactement. Et parce que pour toi, c'est le sport le plus exigeant que t'aies connu dans ta vie? Ouais, ouais, totalement, ouais. Ouais, ouais, ça n'a rien à voir avec les autres sports. Ouais. Parce que tu C'est disais, t'as fait sport, beaucoup de foot et tout, j'imagine que t'as un bon niveau, parce que je pense que physiquement, t'as quand même t'as des qualités de base. Euh, ouais, je pense que ça m'a aidé, ça m'a pas mal aidé d'être athlétique. ouais, Mais ouais, c'est un sport très compliqué, très exigeant et faut être solide mentalement, tu vois, après des grosses blessures ou des grosses défaites, c'est dur à se relever. Il n'y en a pas beaucoup qui se relèvent, hein. Franchement, c'est vraiment un sport de chien de la casse. Bah, après, très compliqué. Comme il disait, j'ai entendu une phrase de Benoît Saint-Denis l'autre fois, j'ai bien aimé. Il disait, c'est simple, le MMA. Tu rentres, tu démontes le gars et puis tu level up. Mais compliqué dans le sens, je pense que c'est tout ça, toute cette ingratitude qu'il y a autour du MMA. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices pour potentiellement peu de retour sur investissement, des gens qui critiquent beaucoup. Tu connais le public, le grand public, comment ça. Donc, Les deux côtés. et puis ouais, c'est de joindre ta vie privée à cette vie-là, parce que bon, c'est pas encore, il n'y a pas de rétribution à la hauteur des autres sports encore, donc c'est quand même compliqué, tu vois, comme ça. ouais, bah oui, oui. Et puis, comme tu le dis, le fait de pouvoir en vivre aujourd'hui, c'est même pas la majorité des cas. Justement, il y a une question dans le chat. On me demande quel âge t'as, Samir, aujourd'hui. Et je vais rajouter une petite pièce sur la question. C'est quel âge t'as et est-ce qu'aujourd'hui, tu taffes à côté du MMA? Alors ouais, moi j'ai 27 ans et je taffe à côté du MMA. Ouais, je suis électricien moi. D'accord. Donc ouais, je bosse toute l'année, quoi, tout le temps. Là, j'ai des congés, donc je suis obligé d'allier tous les entraînements avec mon travail. Ce qui fait que c'est pas facile. Ça se fait, hein, mais c'est Ouais. pas facile. Mais, et C'est pas puis, facile. c'est assez intéressant parce que pour le coup, quand t'es électricien, t'es souvent payé pour remettre le courant chez les gens, alors que quand t'es combattant MMA, on te dit d'éteindre la lumière chez l'adversaire. Pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime Franchement, bien, ouais. j'aime bien. Ouais, c'est travaillé. C'est- non, Travaillé, ouais. non, mais j'aime bien parce que tu sais, c'est comme il y a Nassim Belouachi qui est infirmier de nuit et combattant de jour. Donc lui, il tape les gens, il les soigne après. Il est pas de la nuit. Ouais, c'est ça. Il les esquinte, il les esquinte le soir et il les soigne la journée, après. Pas mal, pas mal, pas mal. Non, mais tu vois, comme quoi, il y a peut-être un truc à bosser autour de ça. Ouais, des fois, je pense à arrêter un peu, mais c'est des sacrifices. Ouais, C'est des sacrifices. Franchement, c'est des choix. Je pense que si j'aurais arrêté, je me serais consacré à ça. Je pense que je serais 2 fois plus fort. Mais après, c'est des sacrifices. J'ai un certain train de vie que j'aime maintenir. Et puis, franchement, comme il disait le coach, tu combats, tu gagnes pas énormément, à moins d'être à l'UFC ou au PFL et encore, hein. Et encore, quand tu Ouais. rallies tout ça à l'année, c'est pas C'est énorme. une mise, en fait. C'est une mise, c'est un pari. Nous, on en a à la salle, hein, qui ont arrêté, tu vois, qui ont arrêté de travailler, qui tentent le tout pour le tout. Mais suffit que tu te blesses, suffit que tu traverses des périodes où tu as des petits problèmes contractuels avec une organisation. Tu vois, il n'y a pas encore la sécurité suffisante que va apporter notamment la légalisation et la vulgarisation qui se passe en ce moment, hein. Je pense que dans 2, 3 ans, 10 ans, ça sera top, tu vois. Mais ouais. pour l'instant, c'est pas encore ça. Pour l'instant, on bosse encore.
Bah, c'est bien en tout cas. Enfin, moi je pense que ça va aller dans le bon sens. On parle vite fait de ton adversaire. Donc je rappelle, hein, Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, Samir va combattre samedi soir sur... Pardon, désolé, c'est parce que je joue avec une petite balle, c'était horrible ce bruit, je vais la reposer tout de suite. J'ai- Ce sera à suivre sur RMC Live 3, le Cage Warriors en direct de Dublin. Tu vas affronter Paddy McCrory, qui est un combattant irlandais. Et je vois qu'il y a un petit croisement vite fait dans vos tapologies. Il a perdu contre un certain James Webb, qui a été un de tes combats qui a été annulé. Donc peut-être que ouais, potentiellement, il a perdu contre un mec qui a eu peur de toi. ouais. Alors ouais, il a perdu contre James Webb, mais c'est un combat qui a été à la décision. Donc Mhm. je pense qu'il doit être dur à soumettre ou dur à terminer. Ils ont fait une bonne guerre. Et James Webb, pour le coup, C'était nous. c'était nous qui avons annulé. Ah ok, En pardon. fait, je m'étais fait une rupture, désinsertion du ligament des pectoraux. Mhm. Donc, Je j'en ai eu je sais pas, un an. je sais pas si tu as vu la photo de la pesée. Samir, il a une balafre ici. Il s'est J'avoue que fait j'ai pas fait opérer. attention. Il y a une désinsertion du grand pectoral. C'était il y avait combien de temps? 3 semaines avant le combat. Même pas 2 semaines avant. 2 semaines avant le combat contre James Webb. Donc justement, c'est pas Paddy McCrory qui l'a remplacé. D'accord, ok. Donc ça a été ton short notice. Ok, un peu lié par l'histoire finalement, puisqu'au final vous vous affrontez. Donc maintenant c'est qui est le meilleur des deux concrètement. C'est un peu ça le challenge pour le Cage Warriors. Qu'est-ce qu'on en pense de cet adversaire-là? Comment on l'aborde? J'ai l'impression, il a plus d'expérience amateur que toi, un petit peu moins en professionnel. Voilà, on sait que ça va être un adversaire relevé. A priori, on est plutôt à l'aise, on est confiant. Enfin, comment est-ce que vous l'abordez ce combat-là? Bon, c'est exactement ça, hein. Franchement, on est confiant, mais on sous-estime pas. C'est-à-dire qu'on y va pour l'éteindre, hein. On n'y va pas pour, on pense que c'est facile ou quoi. Je le prends pas à la légère du tout. Donc, on va tout donner. On a fait notre game plan. Donc, on va essayer de le suivre au maximum Non, pour finaliser ça. c'est un bon adversaire. Il est chez lui ici en Irlande avec toute, comment dire, toute l'ambiance Ouais, qu'on associe à ce pays avec le MMA, avec Conor McGregor, avec Yann Gary, avec toutes les stars qui sont en train de monter ici. Donc il y a une certaine hype dans ce pays. Donc là, en fait, ils ont fait un Cage Warrior Irlande contre le reste du monde. Donc je pense qu'il va avoir à cœur de représenter son pays. Mais ouais. voilà, après, il y a pas de secret, hein. Amir, il est prêt. Et il y va comme d'habitude pour lui faire la guerre demain. Donc j'espère qu'il est prêt. Et nous, on prévoit un finish, tu vois. Pas Bah, intéressé par une décision comme ouais, d'habitude, en hein. plus, si t'es en Irlande avec que des Irlandais sur la carte, je pense que t'as vraiment tous les ingrédients pour te dire je veux pas aller à la décision du tout, quoi. Aussi. Exactement, ouais. On est chez eux. Ah, on sera en terre hostile, là. C'est vrai. Ça va être, je pense qu'il y aura une grosse ambiance. Apparemment, ils ont vendu pas mal de places. Enfin, Ouais. c'est full. Donc, ça va être le feu, je pense. Et tiens, il y a des questions dans le chat qui demandent est-ce que tu fais de l'analyse vidéo beaucoup sur ce genre de combat? Parce que c'est vrai que une Cage Warrior, c'est quand même assez diffusé, c'est assez facile de retrouver des vidéos de combat. Ça, c'est un adversaire sur lequel tu as passé du temps à observer un petit peu, parce qu'on sait que dans le MMA, finalement, il y a une partie où il faut savoir, je sais pas, vivre un peu la vie de l'autre, connaître tout ce qu'il fait, tous ses réflexes, toutes ses attitudes et tout. Toi, c'est un truc sur lequel tu te penches beaucoup? Bah, moi, j'aime bien regarder les combats de mes adversaires. Moi, j'en connais qui ne regardent pas leur adversaire du tout. Je Ouais. sais pas, ça doit les stresser ou quoi. Mais moi, justement, ça me rassure quand je regarde mon adversaire, quand je vois ses défauts, quand je vois ses erreurs. Je me dis que je vais en profiter pour les exploiter. Là, mais après, en général, c'est toujours mon coach. Il regarde tout seul de son coin et je lui fais confiance à 200%. Il sait exactement quel type d'adversaire je peux gagner, contre quel type d'adversaire j'aurai un peu plus de mal. Et, je lui donne ma confiance à 100%. En fait, moi, je regarde des vidéos de fond en comble. Je regarde les points forts, les points faibles. Donc en amont, on travaille surtout les points faibles. Ouais. Et après, plus le combat approche, plus on se concentre sur nos points forts à nous. Ouais. Et voilà. Après, comme il t'a dit Samir, selon
selon le profil du coq qui va boxer, je lui dis, enfin, je regarde avec lui, ou on observe avec lui, ou je lui dis de regarder, et d'autres non. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop regarder, qui préfèrent déléguer, tu vois. Hmm. Donc voilà. Et tu vois quoi comme point faible chez ce mec-là, a priori? Je te dis pas de révéler un peu toute la méthode, mais concrètement, sur quoi est-ce qu'on peut taper? Point faible, c'est pas un gros guerrier, attention, hein, c'est un guerrier, mais c'est pas un guerrier dans le sens où il va pas au clash, tu vois. C'est un mec qui sort, qui aime pas prendre de coups. Ok. Il a pas un gros grappling. Euh, Voilà. Et ouais, c'est principalement les 2 points faibles qu'on a vus, il me semble. Pas un grand grappleur, pas une grosse lutte défensive aussi. Ok. Et cardio et Voilà. tout, tu vois plutôt bien. Par contre, il est combatif, Hmm. très combatif. Donc gros mental, c'est un guerrier, tu vois. Hmm. Et debout, il a de bons déplacements et il est pas mal en striking. Ok, Voilà, très bien. c'est le point fort. Et du coup, les points forts de Samir qui peuvent aider dans cette situation-là face à lui. Bah après, on va pas non plus. Je pense pas qu'il va regarder cette vidéo. Et puis de toute façon, c'est pas en 18 heures qu'il va réussir à adapter son game plan. Puis de toute façon, il doit savoir, grosso modo. En fait, Samir, il peut l'amener au sol, il peut le contrôler au sol. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme si c'était un lutteur face à un striker, tu sais. Mhm. Parce que dans ce cas de figure, c'est tout se joue au début. Tu sais. Si tu arrives à imposer ton game, tant mieux. Si tu n'arrives pas, bah, c'est une question de minutes avant de se faire éteindre. Là, c'est pas le cas. Samir, il peut le KOT debout aussi, tu vois. Ouais. Donc, si le mec il se concentre trop sur son striking, il va finir dos au sol, tu vois. Et si le mec il se concentre un peu trop sur ses défenses d'amener au sol, bah, il va finir avec un marron dans le buffet. Ça va lui faire bizarre. J'ai pas vu les images de face à face. Physiquement, c'est quoi? Il y en a un qui est plus grand, plus long. J'ai vraiment pas vu. Il est costaud, hein, parce que, comme tu as dit, Samir, il est costaud et lui, il est plus grand. Ok. Après, il est moins épais du haut du corps, mais il a de bonnes cuisses. Il a des plus grosses cuisses que toi, je pense. Ouais, il est costaud, hein, c'est un Il est plus grand que moi. bon morceau de roast beef. Et ouais, il est plus grand, il doit faire à 95, je pense. Et en termes d'envergure, d'allonge, puisqu'on sait que ça peut faire des différences dans ce sport, on en parle très souvent. Il doit avoir une. Mais il est plus grand que moi, donc je pense qu'il a une meilleure allonge que moi. Non, Mais ça doit être. Ça doit. Ouais, ça doit. Non, il n'y a pas d'obligation après entre là. Enfin, il n'y a pas de. C'est pas forcément toujours, c'est pas toujours proportionnel. Ça peut très souvent être le cas, mais il y a des exemples où c'est pas du tout le cas. Je pense qu'ils ont la même allonge. À peu près, ouais. Je pense qu'ils ont la même allonge là. Et puis c'est pas un sniper en fait l'autre. De ce que j'ai vu en tout cas jusqu'ici, ça c'est pas un mec qui jappe de très loin ou qui, tu vois. Ok. C'est pas un super niveau de striking, hein. C'est juste que il a quelques kicks, il a un bras arrière. Voilà, mais voilà. Ah, de ouf. Ouais, rien qui a l'air de te perturber. Peut-être qu'il a progressé entre-temps, hein. Peut-être qu'il a progressé entre-temps. Oui, mais Samir aussi, j'imagine quand même. J'espère que vous nous réservez quand même quelques surprises. Je pense bien qu'on chôme pas quand on Quand tu fais cette tête, je me dis que t'es très sérieux, t'inquiète pas. Là, je vois la tête du coach un petit peu exigeant. Alors, je voulais pas trop vous déranger longtemps. Je sais pas si vous vouliez adresser un message un peu aux gens qui nous regardent, ou si même, je le dis à chaque fois aux combattants parce que je le sais que la réalité et tout, ça peut passer par des trucs comme ça. Si vous voulez faire des dédicaces à des sponsors ou à des trucs comme ça, c'est votre moment, c'est libre, vous pouvez y aller comme vous voulez. Déjà, je tiens à remercier mon sponsor, mon tout premier sponsor, parce que j'en ai pas eu énormément. C'est Berson Nutrition. Donc, merci à toi de me soutenir pour la préparation physique, pour la partie tout ce qui est nutrition. Donc, merci beaucoup. Merci à mon équipe. Merci à mon coach. Merci à mon manager. Donc, voilà. C'est tout. Okay. Merci à mes sparring partners. Et voilà. Et merci à toi, Sacha. Merci à RMC. Avec plaisir. Merci Edgar aussi. Bah oui, la famille, Eddy. C'est un bon. Donc voilà, merci pour le moment que vous nous avez accordé. Merci à toutes les personnes qui donnent de la force. Merci aux personnes aussi qui attendent de nous voir glisser. Ça fait partie du game, c'est comme ça. Ça fait des vues et ça fait des clics. Donc voilà, ça fait partie du game. Nous, on s'est préparé dur. On espère que vous serez nombreux demain devant RMC
Et puis on verra le résultat. Je vais pas poser la question à Samir parce que ce serait un petit peu déplacé, mais toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu as envie de pronostiquer pour le public français là ? À quoi ils peuvent s'attendre demain pour le combat de Samir ? Parce que je vais pas te mentir, il y en a qui vont le voir combattre pour la première fois, c'est une certitude. À quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre quand ils vont voir Samir rentrer dans la cage ? Bah, moi, je l'ai fait, mon pronostic. De toute façon, je l'ai partagé. Bon, pas publiquement, mais je dis à tous ceux qui veulent en parler. Moi, je pense que ça se terminera avant la limite. Et si je dois donner un pronostic précis, je dirais au deuxième. Allez, maximum au troisième. Ok. Je dirais au deuxième. Je dirais au deuxième round et je dirais par TKO Ground and Pound. Voilà. Ah ouais, c'est très Après, précis. tout peut arriver en MMA. Donc, on a fait le taf pour. Le reste, on verra bien ce qui se passera demain. Je vous ai mis dans le chat le lien vers l'Instagram de Samir. N'hésitez pas à donner de la force avec un follow, un petit message ou quoi. Ça fait toujours plaisir, j'imagine, en tant que combattant. Samir, je vais te laisser le mot de la fin. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, qui tu es en tant qu'homme et combattant pour qu'ils aient envie de voir ton combat demain. Les gars, c'est samedi soir. Si vous voulez du divertissement, branchez-vous sur RMC Sport 3. J'espère vraiment vous fournir un show de qualité et puis le finish surtout, le finish. Allez, en tout cas, on est très très fort avec toi. Merci beaucoup Yanis, merci Samir. Je vous le dis, si vous êtes de passage sur Paris, n'hésitez pas à envoyer un petit message pour passer nous voir au studio et qu'on parle encore de MMA, etc. Ce sera avec un immense plaisir qu'on vous recevra. Grosse force pour demain, on sera avec vous. Moi, je serai à Rennes, mais je serai avec vous. J'aurai un petit écran, je regarderai comment ça se passe et vraiment beaucoup de force à vous. Merci encore de nous accorder ces précieux instants à 24 heures du combat. Je trouve ça c'est hyper cool de faire cet effort-là pour nous et j'espère que ça paiera dur et qu'on aura un très beau finish demain pour vous en tout cas. Espérons, on va tout faire pour en tout cas. Avec plaisir en tout cas, merci beaucoup. Merci Sacha. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, beaucoup de repos, le repos du guerrier et puis le triomphe demain, c'est tout ce que je vous souhaite. À la plus mec. Allez, ciao. Merci. Ciao tout le monde.